sans quintaux de blé avec seulement 100 unités d'azote de synthèse, c'est possible, mais ça reste un défi. Mais ça me paraît tout à fait possible parce qu'on a beaucoup de marge de progression. Quand on regarde la littérature, on s'aperçoit que toutes les expérimentations qui ont été faites avec de l'azote isotopique montrent que la culture en place, en moyenne, n'utilise qu'un tiers de ce qui était pendu. Et le travail qu'on va avoir à faire, qui est devant nous, ça va être vraiment, d'une part, de colmater toutes les fuites. Ça va être le premier point. Et le deuxième point, ça va être de collecter tout ce que la nature peut nous offrir. C'est ce que j'appelle l'azote magique. Il y a de l'azote magique qui va se fixer dans le sol, autour des racines, gratuitement, grâce à l'activité biologique des sols. Je reviens juste sur un point, les fuites. Quelles sont-elles? D'abord la volatilisation, on sait que ça c'est l'un des défauts des engrais de synthèse, et puis la deuxième grande fuite, bien évidemment, ce sont les lessivages, puisque la plupart des engrais azotés se transforment en nitrate et donc sont susceptibles de s'enfoncer dans la profondeur des sols grâce ou à cause des pluies. Alors à quel point les sols sont indispensables dans leur vitalité, et nous, par rapport à eux, dans notre acte de régénération, c'est que tous les phénomènes, absolument tous les phénomènes qui vont influencer la performance, mais aussi la santé, la performance c'est-à-dire les rendements, et la santé c'est-à-dire la possibilité de s'abstenir, d'être obligé d'utiliser des fongicides, des insecticides, etc., tiennent à l'enracinement, aux racines, à la manière dont la plante est nourrie. Et je résumerai ça d'un slogan assez simple qui est de dire que 80% des problématiques aériennes sont résolues quand un sol fonctionne, quand un sol est revitalisé. On ne fait finalement que retrouver ce qui était présent à l'état naturel dans les savanes, les steppes ou les forêts. Alors évidemment, dans des contextes belges, où on a des agrosystèmes qui comportent des cultures dites industrielles, c'est-à-dire de la betterave, de la pomme de terre, quelquefois du lin, des oignons, des carottes, on peut penser, je dirais par un premier regard, que la chose va être très très difficile. On oublie toujours un point qui, à mon sens, est important, c'est que toutes ces cultures-là sont des cultures d'été, et ont au moins l'avantage de couvrir les sols, de faire de la photosynthèse, d'utiliser tous les nitrates, tous les minéraux qui sont en train de se minéraliser, et ça, c'est un avantage décisif que n'ont pas le blé d'hiver, que n'a pas l'orge d'hiver, que n'a pas le colza, parce que ce sont des cultures qui vont être récoltées maintenant de plus en plus précocement, c'est-à-dire fin juin, début juillet, mi-juillet, et on laisse derrière des terres nues. Donc d'un point de vue écologique, d'un point de vue performance et impact sur l'environnement, les cultures d'été sont vraiment une valeur dont il faut avoir conscience. Un sol couvert par une betterave ou une pomme de terre, il fait au mois de juillet, à 14 h, 20 degrés de moins à l'ombrage des feuilles de ces cultures-là. Donc ça ne me paraît pas être un inconvénient, mais des cultures avec quelques contraintes qu'il faut accompagner, mais pour moi c'est tout à fait possible aussi de surmonter cette caractéristique-là de l'agriculture belge.